Au milieu des événements qui ont marqué le XXe siècle, peu de figures ont suscité autant d'attention, de mystère et de débat que celle d'Adolf Hitler. Pendant des décennies, son nom a été accompagné de discours, de chiffres et d'analyses, cherchant à comprendre comment il en était arrivé à devenir l'un des personnages les plus influents de son époque. Cependant, au-delà de l'uniforme, de la politique et de la guerre, existait aussi une personne avec des habitudes quotidiennes, des routines particulières, des manies, des contradictions et des secrets enfouis dans sa vie privée. Un homme qui dormait peu et mal, qui entretenait un rapport particulier avec le sucre, qui éprouvait une profonde affection pour les chiens, qui n'a jamais visité personnellement un camp de concentration, qui se maria à un moment décisif de son existence et qui recourait fréquemment à des traitements médicaux et à des médicaments, en croyant ainsi trouver une stabilité au milieu du chaos. Fait 1, Hitler était végétarien, mais pas toujours. Vers la fin de sa vie, Adolf Hitler suivait une alimentation sans viande. On ne sait pas exactement à quel moment, ni pour quelle raison, il a commencé à adopter ce régime, puisque certains témoignages de son alimentation dans les années précédant le conflit mondial le décrivent encore en train de consommer des produits carnés, même en 1937. C'est en 1938 que ses médecins lui imposèrent un régime sans viande. À partir de là, on fit la promotion à la fois de son régime et de son image publique comme personne végétarienne, et dès 1942, il s'identifiait lui-même à ce mode de vie. Des personnes qui l'ont connu de près et savaient ce qu'il mangeait assurent que durant cette période, il abandonna complètement la viande, et selon Albert Speer, qui a travaillé avec lui, il utilisait des récits crus sur la souffrance des animaux à table pour convaincre les autres de ne pas manger de viande. En 2018, une équipe française a analysé un fragment de son crâne et n'a trouvé aucune trace de fibres carnées dans le tartre de ses dents. Certaines interprétations actuelles disent que ce choix alimentaire pouvait être lié à sa santé, à des influences des théories de Wagner ou même comme une réponse émotionnelle au décès de sa nièce, bien que d'autres sources insistent sur le fait que sa motivation principale était la souffrance animale. Il était connu pour rejeter toute maltraitance animale et s'opposait à la vivisection. Un magazine pour enfants en faveur du régime mentionnait que le chef ne consommait pas de viande en raison de son amour pour les animaux et de sa vision générale de la vie, affirmant que même en étant chef du gouvernement, il restait attaché aux animaux qu'il avait eus depuis des années. Ils affirmaient qu'il s'opposait fermement à toute forme de torture animale et qu'il voulait mettre fin à ces pratiques. Un article de 1937 publié dans The New York Times rapportait qu'il était de notoriété publique qu'Hitler ne mangeait pas de viande, ne buvait pas et ne fumait pas. Ses repas consistaient presque toujours en soupe, œufs, légumes et eau gazeuse, bien qu'il goûtât parfois du jambon et du caviar. Dans une autre publication de la même année, il fut mentionné que lors d'un dîner d'État avec Mussolini, il goûta à plusieurs plats contenant de la viande et porta un toast avec du vin mousseux allemand. On décrivait aussi que, dans sa maison de campagne, son chef préparait de multiples recettes sans viande, riches tant en saveurs qu'en présentation. Dans les conversations recueillies par ses proches entre 1941 et 1944, Hitler se qualifiait lui-même de végétarien. Lors d'une de ces réunions, il affirma que le monde du futur serait sans viande. Dans une autre, il refusa un plat à base d'agneau qu'on lui proposait en disant que son régime ne lui permettait pas d'en manger. Joseph Goebbels écrivit aussi dans son journal qu'Hitler croyait que la viande était nuisible aux hommes et qu'il pensait traiter ce sujet après la guerre. Trodel Jung, sa secrétaire à partir de 1942, se souvenait qu'il évitait la viande, même si son cuisinier essayait parfois de le tromper en utilisant de la graisse ou du bouillon animal. Lorsqu'il s'en apercevait, il se mettait en colère et souffrait de douleurs à l'estomac. Plus tard, il n'acceptait que du potage clair et de la purée. Un autre assistant raconta qu'il vit Hitler manger de la viande une seule fois en 5 ans. Sa goûteuse confirma également qu'il ne mangeait jamais de plats contenant de la viande ou du poisson. Cependant, malgré son régime, son médecin personnel lui prescrivait des traitements contenant des ingrédients dérivés d'organes animaux. Il y eut aussi des tentatives de présenter son végétarisme comme faisant partie d'une stratégie de propagande plutôt que pour des raisons morales, bien que plusieurs témoins assurent que son comportement privé montrait une réelle préoccupation pour les animaux et qu'il évitait de voir toute scène de cruauté, même dans les films. Fait 2.
Son véritable nom de famille n'était pas Hitler, mais Schicklgruber. En 1837, Maria Anna Schicklgruber, une femme célibataire d'origine paysanne, donna naissance à un enfant appelé Alois. Comme le père n'était pas connu, le petit fut enregistré sous le nom de famille de sa mère. Maria se maria 5 ans plus tard avec Johann Georg Hitler, un ouvrier du moulin. Mais il n'y eut pas de modification légale du nom de l'enfant à ce moment-là. Pendant une grande partie de sa vie, Alois porta le nom de Schicklgruber. Ce ne fut qu'en 1876, alors qu'il avait déjà presque 40 ans, qu'il fut enregistré officiellement comme Hitler à la suite d'une intervention légale qui le reconnaissait comme fils de Johann Georg Hitler. L'inscription officielle eut lieu grâce à l'intervention de 3 personnes, dont un membre de la famille maternelle. Bien que Johann Georg fût déjà décédé, son frère fut l'un de ceux qui signèrent le document devant notaire pour que le changement soit accepté. Par cette procédure, le nom de famille fut modifié dans les registres officiels, et dès lors, Alois utilisa le nouveau nom dans tous ses documents. Cette décision, apparemment triviale, aurait des répercussions historiques que personne ne pouvait prévoir à ce moment-là. La raison du choix du nom Hitler reste sujette à débat. Il a été suggéré qu'il pouvait s'agir d'une variante du nom Hitler, déjà présent dans la famille du beau-père. D'autres sources expliquent qu'il était courant dans cette région que les noms changent légèrement d'orthographe selon la personne qui les enregistrait, et qu'à cette époque, il n'existait pas de règles strictes concernant l'orthographe des patronymes. Par conséquent, on ne peut pas affirmer avec certitude s'il s'agissait d'une erreur de transcription ou d'un choix délibéré. Lorsque Alois Hitler eut des enfants, ceux-ci portèrent automatiquement le nom qui figurait déjà dans les registres officiels. Adolphe, né en 1889, reçut ainsi le nom de Hitler dès sa naissance, bien qu'en réalité, ce nom n'exista pas légalement dans la famille avant 1876. Techniquement, si le changement n'avait pas eu lieu, Adolphe se serait appelé Adolf Schicklgruber, et toute sa carrière politique ainsi que sa figure publique auraient été connues sous ce nom. C'est un détail que certains historiens considèrent curieux lorsqu'ils analysent comment certains facteurs apparemment mineurs peuvent avoir des conséquences inattendues dans l'avenir. Dans certains registres scolaires de la jeunesse d'Adolphe, on trouve des erreurs ou des variations dans l'orthographe de son nom, telles que Hitler ou Hitler, ce qui reflète qu'encore à l'époque de ses études, l'orthographe du nom n'était pas complètement stabilisée. Quoi qu'il en soit, le nom Hitler fut celui qui prévalut finalement et celui qui resta associé à sa figure publique. Il n'existe pas de preuve qu'Adolphe se soit senti honteux du nom original de son père ou qu'il ait tenté de le cacher, bien qu'il n'ait jamais fait de référence publique à ce passé. Dans certains milieux, comme les mémoires de proches, on rapporte que le nom Schicklgruber était considéré comme rustique, voire comique, ce qui aurait pu rendre difficile le développement d'une image politique forte s'il avait été conservé. Ainsi, le changement de nom légal effectué par son père marqua la lignée familiale dès lors. Bien que ce ne fût pas un fait très commenté à l'époque, le nouveau nom devint finalement l'un des plus reconnus et des plus redoutés du XXe siècle, chose que l'on pouvait difficilement imaginer lorsque l'officier de l'état civil écrivit Hitler pour la première fois en 1876. Fait 3, il voulut être artiste mais fut refusé par une école d'art. En 1907, un jeune homme de 18 ans, passionné de peinture et de dessin, arriva à Vienne avec la ferme intention d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Il avait déjà abandonné les études scolaires à Linz, où ses résultats avaient été irréguliers et où ses intérêts s'étaient tournés vers l'architecture, le dessin et la peinture. Bien qu'il manifestât de la confiance en son talent artistique, il apportait avec lui seulement quelques œuvres à présenter comme échantillon pour l'examen d'admission. Lorsqu'il présenta sa demande pour entrer à l'académie, les examinateurs observèrent ses dessins avec attention, mais le rejetèrent sans hésiter. Même si sa technique n'était pas complètement déficiente, les juges soulignèrent qu'il manquait d'imagination et d'originalité, des aspects considérés comme fondamentaux pour progresser dans une carrière artistique. La décision le prit par surprise. L'année suivante, il se représenta avec de nouvelles œuvres, mais fut de nouveau écarté. À cette occasion, on lui recommanda même de chercher une école d'architecture, puisque certains de ses travaux montraient une aptitude à représenter des bâtiments, mais pas des personnes ni des scènes vivantes.
Malgré le rejet, il décida de rester à Vienne, nourrissant encore l'espoir que, par ses efforts, il pourrait parvenir à une carrière dans le monde de l'art. Il vivait d'une petite pension qu'il recevait après la mort de sa mère et, en partie, de la vente de cartes postales peintes par lui-même. Il copiait également des paysages de livres et les vendait à des commerçants ou à des touristes. Cependant, ses revenus étaient limités et, avec le temps, sa situation économique devint de plus en plus précaire. Pendant ces années à Vienne, sa vie fut errante. Il passait ses journées dans les bibliothèques, lisant des ouvrages sur l'histoire, l'architecture et la politique, tandis que, le soir, il dormait dans des pensions bon marché ou des refuges pour indigents. Ses vêtements étaient négligés et son apparence générale reflétait la détérioration provoquée par le rejet académique, la pauvreté et la frustration personnelle. Sans formation technique ni soutien institutionnel, ses tentatives de vivre de l'art ne dépassaient pas la simple subsistance. Il n'existe aucune trace qu'il ait tenté d'entrer dans une autre institution artistique après le deuxième échec à l'académie. Cet épisode de sa jeunesse laissa une marque importante dans sa biographie. Certains témoins de son entourage rappelaient qu'il parlait fréquemment de sa déception vis-à-vis de l'académie et de la manière dont la bureaucratie et l'élitisme artistique avaient fermé les portes à ceux qui n'avaient pas d'influence ni de titre. Bien qu'il n'ait jamais complètement abandonné son intérêt pour la peinture, sa carrière d'artiste ne démarra jamais et fut remplacée par d'autres ambitions qui grandissaient avec le temps, en particulier son implication dans les débats politiques et sociaux, alimenté par les lectures qu'il faisait pendant son séjour à Vienne. Des années plus tard, lorsqu'il occupait déjà des positions de pouvoir, il conservait encore certaines de ses œuvres et parlait de temps en temps avec un certain ressentiment de l'académie qui l'avait exclu. Son rejet ne fut pas un cas isolé. Plusieurs jeunes étaient écartés chaque année, mais dans son cas, ce fait coïncida avec une période de profond changement, tant personnel qu'idéologique. Cette combinaison d'échecs, d'isolement et de recherche d'un sens plus grand marqua le début d'une nouvelle orientation, complètement différente de celle qu'il avait imaginée lorsqu'il était arrivé à Vienne chargé de dessin, de confiance et d'attente. Fait 4. Il combattit pendant la Première Guerre mondiale comme messager. Lorsque la guerre éclata à l'été 1914, Adolf Hitler se trouvait à Munich, vivant dans des conditions modestes et encore sans direction définie. Dès que la mobilisation générale fut déclarée, il se porta volontaire dans l'armée allemande. Il fut accepté dans le 6e régiment d'infanterie bavarois, bien qu'il fût citoyen autrichien, fait inhabituel qui ne suscita aucune objection de la part des autorités allemandes. Son enthousiasme était manifeste et, dès le début, il se montra discipliné et réservé, sans se distinguer dans le domaine social, mais toujours disposé à obéir aux ordres. Après une brève formation, il fut envoyé sur le front occidental où il participa aux premiers combats en Belgique et dans le nord de la France. Il ne tarda pas à se faire remarquer par sa disposition à assumer des tâches dangereuses, en particulier comme messager de son bataillon. Cette mission consistait à transporter des ordres de l'arrière jusqu'aux positions avancées, en traversant des zones exposées au feu ennemi. Bien qu'il ne s'agit pas d'une fonction de combat direct, elle impliquait un risque élevé car il fallait se déplacer à pied à travers des terrains découverts sous des bombardements ou des tirs constants. Hitler l'accomplissait régulièrement et sans hésitation, ce qui fut reconnu par ses supérieurs. Au cours du conflit, il fut blessé à 2 reprises. La première eut lieu en 1916 lorsqu'il fut touché à la jambe par un éclat d'obus pendant la bataille de la Somme. Il fut transféré dans un hôpital à Berlin et reçut une décoration pour sa conduite. Il retourna au front après plusieurs mois de convalescence. En 1918, il subit une seconde blessure, cette fois causée par une attaque au gaz moutarde dans les environs d'Ypres. L'exposition lui provoqua des problèmes de vue et il fut évacué dans un hôpital à Peswok, où il se trouvait lorsqu'arriva la nouvelle de l'armistice en novembre de cette même année. Pendant toute la guerre, il resta dans le même régiment et ne dépassa pas le grade de caporal, chose peu courante étant donné son temps de service et les mentions honorifiques qu'il reçut. Il fut décoré de la Croix de fer de 2e classe en 1915 et, plus tard, de celle de 1re classe en 1918, une distinction rare pour quelqu'un de son rang. Certains historiens ont souligné que son comportement individuel était plus apprécié par les officiers que ses relations avec les autres soldats.
En fait, beaucoup de ses camarades se souvenaient de lui comme d'un homme solitaire, silencieux et à l'écart, sans tisser de liens solides au sein du peloton. La guerre eut un effet durable sur sa manière de voir le monde. Bien qu'il ne se distinguât pas par des opinions politiques définies avant le conflit, ses expériences dans les tranchées et sa désillusion face à l'issue de la guerre marquèrent un tournant. À l'hôpital, en apprenant la nouvelle de la reddition, il exprima un mélange d'incrédulité, de colère et de sentiment de trahison. Cet épisode fut le point de départ de sa haine envers les politiciens qui avaient signé l'armistice et, plus tard, envers les mouvements qu'il rendit responsables de l'effondrement allemand. Pour lui, la défaite ne provenait pas d'une infériorité militaire, mais d'un coup de poignard dans le dos venu de l'intérieur. Ce récit qu'il adopta dès la fin du conflit devint, des années plus tard, l'une des idées centrales de ses discours politiques. Son passage par la guerre, loin d'être un épisode passager, fut le noyau formateur de son identité future. Bien qu'il eût commencé comme volontaire enthousiaste, il termina comme un survivant désabusé, marqué par la perte et convaincu qu'il devait exister un moyen de restaurer l'honneur de l'Allemagne à tout prix. Fait 5. Pendant près de 7 ans, Hitler fut apatride sans citoyenneté. Au début de 1925, Adolf Hitler décida de renoncer formellement à sa nationalité autrichienne. La demande fut acceptée en avril de cette même année, ce qui fit qu'il cessa d'être affilié à tout État. À partir de ce moment, sa situation légale resta dans un vide complet. Il n'était citoyen ni de l'Autriche ni de l'Allemagne. Techniquement, il devint apatride. Dès lors, pendant près de 7 ans, il vécut et agit politiquement en Allemagne sans posséder de nationalité reconnue. Durant cette période, il tenta à plusieurs reprises d'obtenir la citoyenneté allemande, mais tous les efforts échouèrent. Il y eut des tentatives documentées dans différentes régions, comme à Hildburghausen ou dans l'État de Thuringe. Cependant, dans tous les cas, des obstacles juridiques ou une résistance politique locale se dressèrent. Aucune de ces tentatives n'aboutit. La situation changea en février de 1932, lorsque les dirigeants du Parti national-socialiste avaient déjà de l'influence dans certains États allemands. À Brunswick, un petit État régional, le parti avait obtenu une position forte au sein du gouvernement local. Grâce à cette position, un mécanisme fut organisé pour résoudre la situation de Hitler. Le 25 février de cette année, il reçut un poste de fonctionnaire du gouvernement de l'État de Brunswick dans sa délégation à Berlin. Cette fonction publique lui accorda automatiquement la citoyenneté de l'État et avec elle, la citoyenneté allemande au niveau national. La procédure fut une voie légale valide, bien que clairement motivée politiquement. À partir de ce moment, Hitler devint officiellement citoyen allemand. L'obtention de la nationalité se produisit seulement quelques semaines avant les élections présidentielles, auxquelles il put se présenter pour la première fois comme candidat légalement habilité. Sans cette étape, il n'aurait pas pu concourir. Au cours des années précédentes, alors qu'il était apatride, Hitler resta actif au sein du parti et participa à des événements publics, mais sans être légalement habilité comme citoyen. Cette condition ne l'empêcha pas d'agir, mais limita sa capacité à occuper des postes officiels ou à se présenter aux élections. La solution de 1932 supprima cette barrière juste à temps pour faciliter sa prochaine étape politique. L'histoire de ces années sans citoyenneté ne fut pas largement connue du public à l'époque, mais elle constitua un détail clé qui fit une différence décisive dans son ascension. Ce fut une situation exceptionnelle pour quelqu'un qui, quelques mois plus tard, allait occuper la position la plus élevée du pays. Fait 6, la rumeur était vraie, mais seulement en partie. Hitler souffrait de cryptorchidie. L'une des rumeurs les plus répandues au sujet d'Hitler, peut-être la plus caricaturale de toutes, est qu'il n'avait qu'un seul testicule. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette idée devint une partie du folklore britannique et elle fut même transformée en chanson. Les soldats alliés défilaient au rythme de la colonelle Bogey March en entonnant avec moquerie « Hitler a seulement un ballon ». Ce qui paraissait être une plaisanterie de propagande finit par révéler, des décennies plus tard, une base médicale réelle, bien que pas exactement comme on le croyait. En 1923, après le coup d'État manqué qu'il organisa à Munich, Hitler fut incarcéré dans la prison de Landsberg, en Bavière. Là, le 12 novembre, le médecin de la prison, Joseph Brinsteiner, lui fit un examen physique de routine.
Le résultat fut consigné dans un rapport officiel où il est indiqué que le prisonnier numéro 45, Adolf Hitler, jouissait d'une bonne santé générale, mais souffrait de ce qu'on appelle une cryptorchidie du côté droit, c'est-à-dire qu'un de ses testicules n'était pas descendu dans le scrotum. Cette constatation fut confirmée par l'historien Peter Fleischmann, qui enquêta et rassembla des documents originaux de l'époque dans son livre Hitler comme prisonnier à Landsberg am Lech, 1923-24. Le rapport médical faisait partie d'un lot de 500 documents rendus publics seulement en 2010, après être restés cachés plus de 8 décennies. Ces archives furent saisies par le gouvernement allemand avant d'être mises aux enchères, et elles sont aujourd'hui conservées comme matériel historique. Bien que ce fait confirme qu'Hitler n'avait qu'un seul testicule fonctionnel, il discrédite également une autre théorie qui circulait, celle qui affirmait qu'il l'avait perdu durant la Première Guerre mondiale à la suite d'une blessure de grenade. Le rapport médical de 1923, antérieur à ces versions, démontre que sa condition était congénitale et non due au combat. Ce qui est le plus curieux, c'est que ce détail intime, d'abord utilisé pour le ridiculiser, finit par susciter un intérêt presque morbide dans les années suivantes. Pour des raisons évidentes, aucun biographe sérieux n'a centré son analyse sur cet aspect. Cependant, ce qui semblait être un simple ragot vulgaire s'avéra avoir un fondement documentaire et médical. De plus, le rapport médical ne fut pas le seul élément intéressant découvert à propos de son séjour en prison. Fleischmann constata qu'Hitler bénéficia d'un traitement privilégié durant son incarcération. On l'appelait « Monsieur ». Il recevait de la nourriture spéciale préparée hors de la cuisine de la prison, et c'est là qu'il écrivit son livre « Mein Kampf ». Sa cellule était confortable, ses visites nombreuses, plus de 330 personnes, et il mena même une brève grève de la faim au début. Mais tout cela, bien que pertinent, reste secondaire face au fait qui confirme que le mythe du testicule unique possède, du moins, une base réelle. Fait 7. Le médecin personnel de Hitler l'a transformé en consommateur habituel de drogue. Dans les dernières années de la guerre, lorsque le Troisième Reich commençait à se fissurer, Adolf Hitler n'était déjà plus le même homme que celui qui avait déclenché le conflit en 1939. Bien qu'il continue à se présenter publiquement comme le chef ferme et incontestable du peuple allemand, dans l'intimité de son bunker et devant le petit cercle de ses collaborateurs les plus proches, sa détérioration physique et mentale devenait de plus en plus évidente. L'un des éléments les plus frappants qui explique ce déclin fut sa profonde dépendance aux médicaments, administrés régulièrement par son médecin personnel, le docteur Theodor Morell. Ce qui avait commencé comme une routine médicale supposément inoffensive s'est transformé en un cocktail quotidien complexe et dangereux de substances chimiques qui altéraient son corps et son esprit. Morell lui administrait régulièrement des vitamines, des suppléments hormonaux, des stimulants, des calmants, des laxatifs et d'autres préparations. À première vue, beaucoup de ces médicaments semblaient inoffensifs, mais pris ensemble et avec une telle fréquence, ils représentaient une véritable bombe à retardement pour n'importe quel organisme. À mesure que la situation militaire empirait, l'anxiété du Führer augmentait également, ce qui le poussait à réclamer avec plus d'insistance ses doses quotidiennes, comprenant des injections intraveineuses de préparation à base d'extraits animaux et de composés tels que le glucose, la caféine, des euphorisants et des dérivés de la morphine. L'un des épisodes les plus marquants eut lieu en septembre 1944, lorsque Hitler tomba malade, souffrant de fortes douleurs à l'estomac. Au lieu de consulter d'autres médecins du régime, il se fia exclusivement à Morell, qui lui administra un mélange de médications antibactériennes, d'extraits animaux et d'injections revitalisantes. Bien que sa santé s'améliorât un temps, les tremblements de sa main gauche, ses difficultés à marcher, son regard de plus en plus absent, devinrent impossibles à ignorer pour ses proches. Albert Speer et d'autres membres de son cercle de confiance remarquèrent que son comportement devenait erratique, marqué par des changements d'humeur soudains, des moments d'euphorie sans raison, suivis de périodes d'irritabilité extrême, ce qui compliquait même les réunions militaires. Le journal de Morell lui-même documente minutieusement les substances administrées. Parmi elles figurait le pervitin, une méthamphétamine largement utilisée par l'armée allemande qui, dans le cas de Hitler, servait à combattre la fatigue, et le codal, un dérivé opioïde qui calmait la douleur mais provoquait une dépendance.
À cela s'ajoutaient des traitements à base d'hormones animales et d'extraits de testicules censés lui redonner de la vigueur physique, ainsi que des produits pour soulager sa constipation chronique, devenue une préoccupation quotidienne dans le bunker. L'effet cumulatif de toutes ces substances fut dévastateur. Hitler paraissait de plus en plus déconnecté de la réalité, incapable de prendre des décisions cohérentes et obsédé par des trahisons imaginaires. Malgré les conseils de certains collaborateurs, il ne remplaça jamais Morel. La confiance aveugle qu'il lui accorda, même lorsque ses méthodes étaient remises en question par d'autres médecins nazis, scella définitivement sa dépendance et marqua de façon irréversible sa décadence finale. Fait 8, le plaisir coupable d'Hitler, son addiction excessive au sucre. Loin de l'ascétisme sévère avec lequel beaucoup ont tenté d'envelopper sa figure, Adolf Hitler développa une relation malsaine avec le sucre, qui contredit frontalement l'image d'autodiscipline qu'il promouvait lui-même. Son obsession pour les sucreries fut plus qu'une simple préférence. Elle se transforma en une addiction manifeste et constante qui s'accentua au fur et à mesure que sa santé physique et mentale commençait à se détériorer avec les années. En particulier, pendant la Seconde Guerre mondiale, les rapports concordent sur le fait qu'Hitler consommait des quantités énormes de sucre sous toutes ses formes. Gâteaux et tartes, biscuits, chocolats et confiseries qu'il exigeait d'avoir toujours à portée de main, quel que soit le contexte ou les recommandations médicales qui tentaient de le restreindre. Le médecin personnel d'Hitler, le docteur Theodor Morel, reconnaissait avec frustration que son patient était pratiquement insatiable lorsqu'il s'agissait de sucreries. Morel, qui supervisait quotidiennement son alimentation et son régime médicamenteux, avertissait que le sucre, ajouté aux cocktails de médicaments, injections et pilules administrées à une fréquence alarmante, non seulement contredisait les principes de santé que le Führer prétendait défendre, mais altérait dangereusement sa stabilité émotionnelle et digestive. La dépendance d'Hitler à ce type d'aliments croissait parallèlement à son isolement du monde réel, de plus en plus enfermé dans son bunker, de plus en plus déconnecté de ses généraux et de la réalité militaire. Il trouvait dans le sucre une soupape de réconfort enfantine qui, bien qu'apparemment triviale, reflétait fidèlement son état psychologique. Les témoins de son entourage proche décrivent des scènes insolites. Alors que les villes allemandes étaient bombardées et que des millions de personnes mouraient sur le front oriental, Hitler pouvait passer ses après-midi à dévorer des gâteaux à la crème, des biscuits sucrés ou des assiettes remplies de fruits au sirop, tout en interrompant sa litanie monotone par des commentaires sur le délice du goût sucré. Même dans des moments cruciaux de décision militaire, il demandait à être accompagné de plateaux de sucreries, ce qui laissait fréquemment perplexes diplomates, collaborateurs ou visiteurs, incapables de comprendre comment quelqu'un d'aussi obsédé par le contrôle pouvait montrer une telle dépendance à une faiblesse si basique. Ce qui est le plus frappant, c'est que cette inclination n'était pas un simple caprice. Elle faisait partie d'une routine obsessionnelle. Hitler pouvait passer des heures sans consommer d'aliments solides, mais exigeait invariablement café avec crème et sucre, gâteaux, tablettes de chocolat et bonbons industriels. Selon les registres médicaux, la consommation de sucre d'Hitler dépassait de loin les niveaux considérés comme sûrs et son pancréas ainsi que son appareil digestif furent affectés vers la fin de la guerre, moment où ses niveaux d'énergie étaient déjà stimulés artificiellement par du glucose intraveineux et d'autres substances excitantes. Loin d'être un détail anecdotique, son addiction au sucre révèle une facette plus profonde et troublante de sa personnalité, cette dissonance entre le mythe construit par lui-même et ses habitudes intimes les plus pathétiques. L'homme qui prônait la pureté, la force et le sacrifice était, dans l'intimité, un dépendant au sucre, un adulte infantile ayant besoin de gâteaux autant que du pouvoir absolu. Fait 9, la paradoxe d'un étranger à la tête du pouvoir, le symbole caché derrière l'origine non-allemande de Hitler. Peu d'ironiques de l'histoire sont aussi profondes et symboliquement puissantes que celle-ci. L'homme qui incarna le nationalisme allemand le plus extrême, celui qui construisit un régime basé sur la pureté ethnique et sur la fierté germanique, n'est même pas né en Allemagne. Pendant des années, cela n'était pas un secret, mais il fut délibérément ignoré par des millions d'Allemands, et son poids symbolique fut rarement reconnu publiquement. Cependant, pour beaucoup en dehors de l'Allemagne, et pour les analystes postérieurs, la nationalité originale d'Hitler représente une anomalie à la fois inconfortable et révélatrice,
Comment un étranger a-t-il pu devenir le leader absolu du pays dont il prêchait la suprématie raciale? L'impact culturel de ce fait ne réside pas dans sa simple constatation légale, mais dans tout ce qu'il représente. L'Allemagne, humiliée après la Première Guerre mondiale, traversait une crise d'identité et cherchait désespérément une figure capable de restaurer sa fierté perdue. Que ce rôle soit assumé par un homme né dans un autre pays n'a pas été perçu comme une contradiction, mais comme quelque chose d'irrélevant au milieu de la ferveur politique. Mais cette omission en dit beaucoup plus qu'il n'y paraît. La nationalité légale d'Hitler fut complètement subordonnée au mythe qu'il sut lui-même construire. Le Führer n'était ni autrichien, ni allemand, ni bavarois. Il était une incarnation idéalisée d'un peuple qu'il façonna lui-même avec ses discours, ses symboles et sa rhétorique. Historiquement, cette situation démontre le pouvoir immense que peut avoir la propagande pour reconfigurer la perception collective. Les Allemands n'avaient pas besoin qu'Hitler soit techniquement allemand pour le voir comme le rédempteur de leur nation. Et au-delà du côté pratique, sa citoyenneté tardive, son passé austro-hongrois, ses années apatrides, l'important est que son origine fût absorbée, silencée ou réinterprétée pour s'intégrer dans le récit national. Qu'un Autrichien non seulement dirigea l'Allemagne, mais entraîne toute l'Europe dans la guerre au nom du peuple allemand, révèle comment les frontières légales peuvent devenir invisibles lorsque les émotions collectives prennent le contrôle. Même dans le domaine culturel, cette contradiction a été explorée maintes fois. Écrivains, historiens et cinéastes ont souligné la paradoxe selon laquelle l'architecte d'une idéologie d'exclusion et de pureté raciale était, au sens strict, un étranger. En Autriche, son lieu de naissance, cette relation fut source d'inconfort pendant des décennies, avec des monuments retirés, des plaques modifiées et une mémoire publique marquée par le besoin de se dissocier de sa figure. En Allemagne, en revanche, le sujet fut ignoré pendant le régime, et ce n'est qu'après la guerre qu'il commença à être analysé comme un élément révélateur du délire collectif qui l'entourait. En fin de compte, plus qu'un simple fait biographique, le fait qu'Hitler ne fut pas allemand est devenu un symbole. La preuve de la manière dont l'idéologie peut surpasser la réalité, de la façon dont un peuple désespéré peut projeter son identité sur quelqu'un d'extérieur et de la manière dont l'histoire ne suit pas toujours la logique des passeports mais celle des mythes. Fait 10. Sa haine absolue du tabac, le Führer qui lança la première grande campagne anti-tabac du XXe siècle. Pendant sa jeunesse, Adolf Hitler était un fumeur invétéré, consommant entre 25 et 40 cigarettes par jour. Cependant, à un moment précoce de sa carrière politique, il abandonna cette habitude, déclarant qu'il s'agissait d'une dépense inutile. À partir de ce moment, il développa un rejet profond et obsessionnel du tabac, au point de transformer cette aversion en un élément actif de ses politiques sociales et de santé publique. Dans ses cercles intimes, il critiquait sévèrement ceux qui fumaient, même lorsqu'il s'agissait de personnes clés au sein du régime nazi, comme sa compagne Eva Braun ou Hermann Göring lui-même. À une occasion, il se fâcha parce qu'une statue représentant Göring en train de fumer un cigare avait été commandée. Hitler voyait le fait de fumer non seulement comme une faiblesse personnelle, mais aussi comme un symbole de décadence morale. Il décrivait le tabac comme la colère des peaux rouges contre l'homme blanc, en vengeance pour leur avoir donné des alcools forts, et déplorait la perte de soldats précieux à cause de l'empoisonnement par le tabac. Cette répulsion dépassait le domaine personnel. En pleine Seconde Guerre mondiale, le 2 mars 1942, il déclara que permettre aux soldats de fumer avait été une erreur de leadership et promit d'interdire la consommation de tabac dans l'armée une fois la guerre terminée. Il considérait qu'aucun soldat ne devait dépendre des cigarettes pour fonctionner. La campagne anti-tabac qu'il promut dans l'Allemagne nazie fut, paradoxalement, l'une des plus avancées du monde à son époque. Hitler fut le premier chef d'État moderne à se positionner ouvertement contre la cigarette. Il soutint des politiques de restriction publicitaire pour les entreprises de tabac, des augmentations fiscales sur le tabac et des interdictions de fumer dans les espaces publics tels que les hôpitaux, les bus et les lieux de travail. Son régime finança également des études médicales reliant le tabagisme au cancer du poumon et à d'autres maladies, dont beaucoup devancèrent de plusieurs décennies les conclusions médicales d'autres pays. Parallèlement, des campagnes furent centrées sur les femmes.
Depuis le bureau de politique raciale du parti nazi, on avertissait que les femmes fumeuses étaient moins attirantes, plus sujettes au vieillissement prématuré et de mauvaises candidates pour être mères. On affirmait même que la nicotine passait dans le lait maternel, ce qui fut par la suite confirmé par des études scientifiques. L'hygiéniste raciale Martin Stemmler, ainsi que la docteure Agnès Blum, soutenaient que les femmes enceintes fumeuses avaient des taux plus élevés d'avortement et d'accouchement d'enfants morts. Ces préoccupations s'alignaient avec l'obsession du régime pour maximiser la fertilité des femmes allemandes. Bien que sa motivation pour combattre le tabagisme provenait d'une combinaison de croyances personnelles, d'eugénisme et de propagande idéologique, il reste significatif que Hitler ait posé les bases de ce qui, plusieurs décennies plus tard, deviendrait des politiques de santé publique courantes dans une grande partie du monde. Dans un contexte où fumer était encore symbole de modernité et de virilité, la position radicalement anti-tabac du dictateur contrastait avec la culture de son époque et finit par influencer même les discours sanitaires ultérieurs. Fait 11. Hitler a survécu à plus de 40 tentatives d'assassinat. Au cours de son mandat, Adolf Hitler a été l'objet d'un nombre impressionnant de complots contre sa vie. Divers rapports issus des archives militaires, de documents de renseignement et de mémoires des personnes impliquées recensent plus de 40 tentatives, certaines sérieuses, d'autres maladroites ou avortées à la dernière minute, pour l'assassiner. Ce niveau de menace constant révèle non seulement le degré d'opposition existant au sein même du Reich, mais aussi la perception que l'éliminer pourrait bouleverser radicalement le cours de la guerre et du régime nazi. L'une des premières tentatives sérieuses eut lieu dès 1939, lorsque Georg Elser, un charpentier souabe, plaça une bombe à retardement dans la brasserie Burger Breukeler de Munich, où Hitler prononçait chaque année un discours commémoratif du putsch raté de 1923. L'explosion se produisit comme prévu, mais Hitler avait quitté les lieux 13 minutes plus tôt en raison d'un changement d'horaire imprévu. L'explosion tua 8 personnes et en blessa des dizaines d'autres, mais la cible échappa indemne. Elser fut capturé la même nuit et, après des années de détention, exécuté à Dachau en 1945, peu avant la fin du régime. Cependant, le complot le plus connu fut celui du 20 juillet 1944. Ce jour-là, le colonel Klaus von Stauffenberg réussit à placer une mallette piégée dans la salle de conférence du quartier général de Hitler, le fameux Nid du Loup en Prusse orientale. Le plan consistait à faire exploser l'engin, éliminer Hitler et lancer l'opération Valkyrie, une prise de pouvoir par l'armée régulière visant à évincer les SS et démanteler la dictature nazie. L'explosion eut lieu, mais Hitler survécut avec des blessures légères, principalement parce que la mallette avait été déplacée derrière un pied de table en chêne massif qui absorba une partie de l'impact. Cet attentat raté déclencha une répression brutale. Des centaines d'officiers, politiciens, avocats, religieux et civils furent arrêtés, torturés et exécutés. L'appareil répressif fut encore renforcé et Hitler, convaincu de la trahison même au sein de ses propres rangs, sombra dans une paranoïa encore plus profonde. Il commença à avoir des ennemis partout, renforça les mesures de sécurité à des niveaux extrêmes et resserra encore davantage son cercle de confiance. Ces réunions devinrent plus brèves, aléatoires et imprévisibles et étaient rarement annoncées à l'avance. Mais au-delà de l'impact immédiat, l'existence d'autant de tentatives d'assassinat et l'ampleur du complot du 20 juillet révèlent un élément souvent passé sous silence. En Allemagne, même au sein de l'armée et du parti nazi, il existait une résistance active. Ces conspirateurs n'étaient ni communistes ni agents alliés. C'étaient des Allemands conservateurs, nationalistes et même des membres de l'aristocratie militaire qui croyaient qu'Hitler entraînait le pays vers une destruction totale. Le fait qu'Hitler ait survécu à tant de tentatives renforça son sentiment d'invulnérabilité. Selon les témoignages de son entourage proche, il en vint à se convaincre qu'une main divine le protégeait, alimentant ainsi son délire messianique et son mépris pour les conseils de ses généraux qu'il considérait déjà comme faibles ou déloyaux. Dans l'imaginaire nazi, Hitler commença à représenter un symbole presque surnaturel, consolidant encore davantage son autorité auprès de ceux qui croyaient encore en lui. Ainsi, il ne s'agissait pas seulement de tentatives d'assassinat échouées, mais d'événements ayant profondément altéré la structure du pouvoir nazi.
renforcé la répression interne, affaibli la confiance au sein de l'armée et contribué à consolider le culte de la personnalité d'Hitler, même lorsque le Troisième Reich commençait à s'effondrer. Fait 12. Un mariage sous les ruines, le dernier mariage de Hitler et Eva Braun. Dans la nuit du 28 au 29 avril 1945, dans le bunker étroit et souterrain de la chancellerie du Reich, alors que Berlin brûlait sous le feu soviétique et que les forces du Troisième Reich s'effondraient sur tous les fronts, Adolf Hitler prit une décision que personne dans son entourage le plus proche n'avait anticipée: se marier avec Eva Braun. À ce moment-là, tout était perdu. L'armée rouge se trouvait déjà à quelques centaines de mètres de son refuge. Pourtant, au milieu de ce désastre total, Hitler décida d'accomplir un geste profondément personnel et symbolique qui révéla pour beaucoup la combinaison de contrôle théâtral, de besoins émotionnels et de narcissisme qui marquait ses derniers actes. Bien qu'il ait entretenu une relation informelle avec Eva Braun pendant près de 15 ans, il n'avait jamais rendu leur lien public ni permis qu'ils se formalisent de quelque manière que ce soit. Ce n'est qu'à ce moment final, face à la certitude de la défaite et de la mort, qu'il accepta de le faire. La cérémonie fut intime et rapide. Dans l'une des salles du bunker décorée de manière improvisée fut célébré le mariage civil. Un fonctionnaire du régime, Walter Wagner, fut convoqué en urgence pour enregistrer l'union et demander aux deux témoins, Goebbels et Bormann, de signer. L'atmosphère ne pouvait être plus éloignée d'un mariage traditionnel. L'endroit sentait le carburant et l'humidité, les plafonds vibraient sous les bombardements proches et les participants savaient qu'ils mourraient probablement dans quelques heures ou jours. Pourtant, Hitler semblait déterminé à respecter le protocole du mariage, insistant même pour qu'Eva déclare expressément qu'elle n'avait aucune ascendance juive, comme l'exigeait la législation nazie. La même nuit, après un bref toast et un petit déjeuner improvisé, Hitler dicta son testament politique et personnel, un autre acte de volonté destiné à perpétuer sa vision du monde, même après sa mort. Le mariage n'était pas un geste romantique, ni une réconciliation avec la vie, ni une recherche de rédemption. Il constituait avant tout une affirmation finale de contrôle à un moment de désintégration absolue. Dans son testament, Hitler laissa clairement entendre qu'Eva Braun avait été sa compagne fidèle et que, avec sa mort, elle scellerait également son destin avec celui du Reich. Le lendemain, le 30 avril, ils accomplirent ce dessein. Après avoir dit au revoir à leur personnel, ils s'enfermèrent dans le bureau du Führer, s'assirent côte à côte sur le canapé et moururent ensemble. Elle ingéra du cyanure. Lui se tira une balle dans la tempe. Les corps furent rapidement enveloppés, arrosés d'essence et brûlés comme il l'avait ordonné au préalable, afin d'éviter qu'ils ne soient capturés par les soviétiques et exposés comme trophées. Ce bref mariage, d'à peine 40 heures de durée, porte une charge symbolique largement débattue par les historiens. Pour certains, il s'agissait d'une manière de légitimer le rôle d'Eva Braun dans l'histoire du Troisième Reich. Pour d'autres, un geste mélodramatique supplémentaire d'un dictateur obsédé par les rituels et la mise en scène. Mais certains y voient un acte purement humain, le besoin, à la veille de sa mort, d'établir une connexion intime et reconnue avec la seule personne qui lui avait été fidèle sans condition pendant des années. Eva Braun n'eut aucun rôle politique, ne participa jamais aux décisions du régime et n'influença pas publiquement les cercles de pouvoir, mais sa présence dans le bunker final fit d'elle un symbole silencieux de loyauté et de négation. L'ironie la plus frappante est que Hitler, qui avait construit tout son pouvoir sur l'image du leader célibataire, entièrement dévoué au peuple allemand, termina sa vie en brisant ce mythe qu'il avait lui-même cultivé. Pendant des années, il avait refusé de reconnaître publiquement Eva, croyant que les Allemands devaient le voir comme un homme sans distraction émotionnelle. Mais dans sa fin, lorsqu'il n'y avait plus de caméras ni de foules à tromper, il décida de l'épouser, non pour des raisons politiques, mais par une décision intime et désespérée. Ce geste final a été interprété comme une manifestation de son isolement total. Avec le monde s'effondrant, la seule chose qu'il pouvait encore contrôler était la manière dont il mourrait et avec qui. Le bref mariage de Hitler et Eva Braun ne changea pas le cours de l'histoire, mais ajouta une couche supplémentaire au portrait psychologique d'un homme qui, même dans la défaite absolue, refusa d'accepter toute imposition extérieure. Il mourut comme il le souhaitait, aux côtés de celle qu'il avait choisie, laissant derrière lui une traînée de destruction sans précédent.
Mais ce mariage, célébré au milieu du fracas des bombes et de l'ombre du suicide, reste l'un des moments les plus déroutants de ces derniers jours. Un symbole d'humanité déformé par l'idéologie, de l'amour réduit à un rituel de clôture et du pouvoir accaparé jusqu'au dernier souffle. Fait 13. Obsession pour les chiffres. La superstition numérique de Hitler. Adolf Hitler n'était pas seulement un dictateur obsédé par le pouvoir, la race et la domination territoriale, mais aussi un homme pris dans un monde de superstitions, notamment en ce qui concerne les chiffres. Bien que les preuves directes sur la manière dont cette obsession influençait chacune de ses décisions ne soient pas concluantes, il est certain que dans son entourage, on percevait une tendance constante à attribuer une valeur symbolique et spirituelle à certains chiffres et dates clés de sa vie. La fascination de Hitler pour la numérologie n'était pas isolée au sein du Troisième Reich. Une partie du cercle de pouvoir nazi partageait des croyances similaires, liées à l'occultisme, aux forces mystiques et à la recherche de sens dans des motifs apparemment invisibles. L'un des chiffres qui a le plus marqué symboliquement l'univers nazi était le 88. Dans le code interne du parti, ce chiffre n'était pas anodin. Chaque 8 représentait la 8e lettre de l'alphabet, le H, de sorte que 88 signifiait Heil Hitler, un salut devenu un signe de loyauté absolue envers le Führer. Ce n'était pas seulement une forme de salut ou une expression symbolique. Le chiffre 88 se retrouvait sur les uniformes, les insignes et d'autres éléments de propagande, ce qui démontre que ce code numérique avait été institutionnalisé au plus haut niveau du pouvoir nazi comme un clin d'œil secret, presque rituel, à son leader. Un autre chiffre particulièrement significatif était le 3. Dans de nombreuses religions et systèmes ésotériques, le 3 est associé à la perfection, à la Trinité et à la stabilité, et Hitler semblait également l'adopter comme symbole de pureté structurelle. Il concevait la race aryenne idéale comme une fusion supposée entre Germains, Scandinaves et Celtes, formant ainsi une triade ethnique qui correspondait à cette structure triangulaire symbolique. Cette idée du 3 comme chiffre clé de construction se reflétait également dans sa rhétorique. Il considérait qu'une société stable ne pouvait reposer que sur 3 piliers, et il organisait fréquemment ses discours, idéaux ou structures organisationnelles en série de 3. La relation avec le chiffre 666, associé dans la tradition judéo-chrétienne à l'Antéchrist ou aux forces du mal, est également révélatrice. Bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'Hitler l'utilisait publiquement de manière ouverte, certains analystes ont interprété son usage symbolique comme un outil de peur. On disait que certains éléments de propagande nazie l'incorporaient indirectement, surtout lorsqu'il s'agissait de projeter une image démoniaque et invincible du Reich auprès des ennemis du régime. L'intention était d'inspirer une terreur psychologique, donnant à Hitler une aura presque surnaturelle et intouchable, comme si son pouvoir provenait d'une source obscure et incompréhensible. Même sa date de naissance, le 20 avril 1889, a fait l'objet d'analyses numérologiques. En additionnant les chiffres de la date, on obtient un total de 33 chiffres qui, dans plusieurs traditions ésotériques, est associé à la sagesse, l'illumination et au leadership spirituel. Certains de ses disciples les plus fervents considéraient cette coïncidence comme un signe prédestiné, interprétant le chiffre comme une indication que Hitler était destiné à accomplir une mission transcendante. Bien que ces interprétations frôlent le mystique et le pseudo-scientifique, il est indéniable que de nombreux membres du cercle nazi encourageaient ce type de lecture symbolique comme moyen de renforcer la figure messianique du Führer. Au sein du parti nazi, l'usage systématique de certains chiffres servait aussi à renforcer le discours symbolique du régime. Le chiffre 12, par exemple, fut adopté comme représentation de pureté et de perfection associée aux 12 tribus aryennes originales dans le mythe racial nazi. On a également suggéré que certaines décisions stratégiques, comme la planification d'événements ou le choix des dates pour des discours ou des défilés, étaient influencées par ces croyances numérologiques. Bien qu'aucune preuve documentaire définitive ne le confirme, la cohérence de l'usage symbolique des chiffres dans les actes publics, les célébrations et la propagande suggèrent que le régime, et surtout Hitler, y accordèrent plus d'importance que de simples coïncidences. De plus, le nom même Adolf, selon certaines interprétations numérologiques, possède une charge symbolique importante.
Dans certaines versions de la numérologie occidentale, chaque lettre se voit attribuer une valeur numérique et, dans le cas de Adolphe, le total est de 39. Les partisans de ces théories soutiennent que ce chiffre contient des traits de leadership, d'ambition, d'individualisme et de détermination. Des caractéristiques qui correspondaient à l'image que Hitler projetait et voulait renforcer auprès de ses partisans. Cet ensemble d'obsessions et d'associations entre chiffres, symboles et concepts ésotériques ne peut être dissocié de la structure idéologique du Troisième Reich. Le besoin de justifier des actions irrationnelles ou immorales par des éléments symboliques n'était pas seulement une stratégie de manipulation externe, mais aussi une tentative interne de donner une cohérence spirituelle à un projet profondément violent et totalitaire. En d'autres termes, la superstition numérique n'était pas un simple caprice, mais faisait partie du mécanisme qui maintenait vivante la narration mystique du régime. Il est cependant crucial de souligner que tous ces éléments manquent de fondement scientifique et relèvent du domaine de la pseudoscience. La numérologie n'a aucune validité empirique pour expliquer le comportement humain, mais dans le cas du nazisme, son usage a servi d'outil idéologique pour renforcer le fanatisme. Dans ce contexte, la superstition liée aux chiffres fut moins une croyance personnelle qu'un composant fonctionnel de l'appareil de propagande nazi. Une manière d'enrober de mystère, de grandeur et de destin inévitable les décisions d'un régime obsédé par le contrôle symbolique et psychologique des masses. Fait 14. Il a vécu comme sans-abri à Vienne. Entre 1909 et 1913, Adolf Hitler a traversé une période de sa vie profondément marquée par la pauvreté et la marginalisation sociale dans la ville de Vienne. Bien qu'il ait plus tard tenté d'adoucir ou même de déformer ces années dans ses récits autobiographiques, la réalité documentée par des biographes comme Jan Kershaw, Joachim Fest ou Volker Ulrich montre qu'Hitler a passé plusieurs hivers à dormir dans des foyers municipaux pour sans-abri, comme celui de Meidling, et survivait grâce à la vente de cartes postales peintes par lui-même. Son rêve de devenir un artiste reconnu avait été brisé après avoir été refusé 2 fois par l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, et ce coup n'a pas seulement interrompu son aspiration professionnelle, mais l'a aussi entraîné dans une spirale de frustration, de ressentiment et d'isolement. Pendant ces années, Hitler n'avait pas d'emploi stable, ni de revenus fixes, ni de contacts influents. Il passait une grande partie de ses journées dans des bibliothèques publiques ou dans des cafés, lisant les journaux, développant des idées politiques et artistiques, ou simplement observant la vie sociale d'une ville à la fois cosmopolite et inégalitaire. La Vienne de l'Empire austro-hongrois était un creuset de tensions nationales, sociales et culturelles. Coexistaient là des Allemands, des Tchèques, des Juifs, des Hongrois, des Slaves et d'autres groupes dans une ville de grande richesse artistique, mais également de profondes divisions de classe et de nationalité. C'est dans ce contexte qu'Hitler a commencé à développer une vision du monde déformé. Son antisémitisme s'est intensifié, tout comme son mépris pour le marxisme et la démocratie libérale, et il a forgé une idée romantique du nationalisme germanique. Néanmoins, il convient de souligner qu'au cours de cette période, il ne participait activement à aucun mouvement politique. Il absorbait simplement des influences, beaucoup provenant de pamphlets antisémites ou d'auteurs radicaux comme Lanz von Liebenfels ou Karl Lueger, le maire de Vienne, qui avaient su exploiter l'antisémitisme comme arme politique. La contradiction résidait dans le fait qu'Hitler, qui vivait du soutien du système d'assistance publique et parfois de la charité de certains juifs viennois, commençait à cultiver une haine qui, des années plus tard, le transformerait en l'un des bourreaux les plus impitoyables de ce même groupe. Des années plus tard, déjà chancelier d'Allemagne, Hitler parlait rarement de son passage à Vienne, et lorsqu'il le faisait, c'était pour présenter cette période comme une étape austère, presque mystique. Cependant, dans les faits, ces années n'étaient rien d'autre qu'une lutte constante pour survivre sans toit et avec l'humiliation quotidienne de ne pas avoir atteint le succès artistique qu'il désirait tant. C'est dans ces foyers froids, avec des vêtements usés et sous une profonde sensation d'échec qu'a commencé à se former un personnage qui, loin de céder devant l'adversité, nourrissait une rancune malsaine qu'il canaliserait plus tard sur la scène politique allemande. Cette période ne l'a pas seulement formé idéologiquement, mais a aussi façonné sa personnalité. Il est devenu plus solitaire, plus méfiant, plus obsédé par l'idée d'une mission personnelle et par la haine comme moteur du changement.
Beaucoup d'historiens s'accordent à dire que sans ces années de pauvreté absolue à Vienne, il est probable qu'Hitler ne se serait jamais radicalisé au point qu'il l'a fait. C'est là qu'a été forgé non seulement un dictateur en puissance, mais aussi un homme qui a appris à camoufler son échec personnel sous une narration de grandeur future et qui a trouvé dans le ressentiment une source inépuisable d'énergie pour son ascension politique ultérieure. Fait 15. La haine systématique d'Hitler envers les homosexuels. Bien que souvent passé sous silence dans les récits les plus populaires sur le nazisme, l'un des groupes les plus férocement persécutés par le régime d'Adolf Hitler fut celui des homosexuels, en particulier les hommes. Cette persécution n'était pas un phénomène isolé ni motivé uniquement par des préjugés personnels, mais constituait une politique d'État parfaitement conçue, exécutée avec brutalité et justifiée par des arguments pseudo-scientifiques et légaux. Hitler ne se contentait pas de partager les idées les plus rétrogrades sur l'homosexualité. Il transforma son mépris en un outil répressif qui affecta la vie de dizaines de milliers de personnes, surtout pendant les années du Troisième Reich. Bien avant que les nazis n'arrivent au pouvoir, l'Allemagne disposait déjà d'un article dans le Code pénal, le numéro 175, qui criminalisait les relations sexuelles entre hommes. Bien que cet article limitât déjà les droits des personnes LGBTQ, des mouvements apparurent durant la République de Weimar pour demander son abolition, comme le comité scientifique humanitaire fondé par le sexologue Magnus Hirschfeld. Berlin, dans les années 1920, devint une ville vibrante et relativement ouverte en matière de visibilité homosexuelle. Cafés, clubs, publications, institutions scientifiques et militants défendaient la dépénalisation de l'homosexualité et promouvaient la reconnaissance de la diversité sexuelle. Mais l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 détruisit ce mouvement florissant. Non seulement elle freina l'avancée vers la tolérance, mais elle durcit la législation existante et transforma l'article 175 en instrument de terreur. Les nazis ne se contentèrent pas d'appliquer la loi. Ils la réformèrent pour permettre la persécution de tout contact entre hommes, même sans acte sexuel consommé. Selon des estimations, environ 100 000 hommes furent arrêtés sous cette loi et entre 5 000 et 15 000 finirent dans des camps de concentration. Là, ils étaient identifiés par un triangle rose cousu sur l'uniforme, un signe qui les rendait cibles de torture, humiliation et expérimentation médicale. Le cas de Friedrich Paul von Grossheim n'est qu'un exemple parmi des milliers. Arrêté à plusieurs reprises, il fut contraint de subir une castration pour obtenir sa liberté. D'autres furent utilisés comme cobayes, forcés de se guérir par des thérapies inhumaines ou simplement assassinés. Dans les camps, les homosexuels subissaient la violence non seulement des gardiens nazis, mais aussi d'autres prisonniers, encouragés par une hiérarchisation de la souffrance qui plaçait les porteurs du triangle rose au bas de l'échelle. La haine d'Hitler envers les homosexuels ne se limitait pas à un préjugé personnel. Elle s'inscrivait dans sa vision raciste et eugéniste du monde. Il considérait l'homosexualité comme une menace à la reproduction de la race aryenne et comme un élément corrupteur de la moralité allemande. Dans ce cadre, aucune manifestation de diversité affective ou sexuelle n'avait de place car elle était perçue comme une décadence. La situation la plus paradoxale fut que, au sein même du parti nazi, il existait des membres homosexuels qui furent purgés lorsqu'ils ne servaient plus, comme Ernst Röhm, leader des SA, assassiné lors de la nuit des longs couteaux en 1934. Sa sexualité fut utilisée par Hitler pour justifier son exécution, illustrant comment l'homophobie pouvait servir d'excuse politique même contre d'anciens alliés. Le régime nazi détruisit toute l'infrastructure du mouvement homosexuel antérieur. En mai 1933, l'Institut de recherche sexuelle fut pillé et ses livres brûlés sur la place de l'Opéra. Magnus Hirschfeld se trouvait à l'étranger et ne revint jamais. Il mourut en exil. Avec lui, disparut l'une des principales voix scientifiques défendant l'homosexualité comme une variante naturelle de la condition humaine. À partir de ce moment, toute trace de tolérance fut effacée, et ceux qui avaient participé à cet activisme naissant durent se cacher, se marier de force ou fuir. Même après la fin de la guerre, l'Allemagne ne reconnut pas les homosexuels comme victimes du nazisme. Ils ne reçurent ni compensation ni hommage pendant des décennies.
L'article 175 resta en vigueur jusqu'en 1994, et ce n'est que récemment que cette injustice historique a commencé à être partiellement réparée. Pendant ce temps, le triangle rose qui les identifiait comme ennemis du Reich a été réapproprié comme symbole de fierté et de mémoire par les communautés LGBT+, rappelant que la haine institutionnalisée non seulement tue, mais réduit au silence pendant des générations ceux qui osent être différents dans le pire moment de l'histoire. Fait 16. L'étrange admiration d'Hitler pour Disney et Blanche-Neige. Malgré l'image sombre et impitoyable qui entoure le dictateur allemand, l'un des détails les plus surprenants et apparemment contradictoires de sa vie personnelle est sa profonde fascination pour l'univers Disney. Cette curiosité, qui pourrait sembler un simple fait anecdotique, prend une importance particulière lorsqu'on considère le contexte idéologique et politique qui a défini sa vie publique. L'intérêt d'Hitler pour les films d'animation, en particulier pour Blanche-Neige et les 7 nains, est documenté par des croquis retrouvés parmi ses effets personnels, où l'on voit qu'il avait lui-même dessiné des personnages du film, ce qui indique une passion véritable et personnelle pour cette production. Les témoignages de son entourage indiquent que le film, sorti par Walt Disney en 1937, faisait partie de ses favoris. Cette animation pionnière ne se contentait pas de le divertir, elle l'inspirait aussi artistiquement, ce qui correspond à son goût connu pour le dessin. Bien qu'une grande partie de son œuvre picturale précédente se concentrait sur les paysages et l'architecture, ce type d'intérêt pour l'animation et les personnages de contes pour enfants révèle une facette inhabituelle de sa personnalité, apparemment déconnectée de la brutalité et de la froideur avec lesquelles il agissait dans le domaine politique et militaire. Le détail prend une dimension plus profonde lorsqu'on considère la place de Disney dans la culture américaine, que Hitler méprisait publiquement dans de nombreux discours. Cependant, son attrait pour ce type d'expression artistique américaine montre une dissonance entre ses préférences privées et son discours idéologique. Ce n'est pas un cas isolé parmi les dictateurs aux doubles standards esthétiques, mais cela reste l'un des aspects les plus déconcertants de sa personnalité. Malgré son aversion publique pour ce qu'il considérait comme la dégénérescence culturelle de l'ennemi occidental, il semblait, dans l'intimité de sa vie personnelle, trouver du plaisir dans une histoire enfantine fondée sur des valeurs simples de bonté et de justice. L'admiration pour Disney met également en évidence son besoin d'évasion face à la tension constante qu'il vivait en tant que figure publique. Il est possible que, comme beaucoup de personnes, il ait trouvé dans ces histoires une forme de refuge émotionnel, une distraction temporaire de la réalité, ou même un moyen de se reconnecter avec des aspects refoulés de sa jeunesse. Fait 17. Il n'a jamais visité un camp de concentration, ni par curiosité, ni par supervision. Bien qu'étant le dirigeant suprême du Troisième Reich et le responsable ultime du système des camps de concentration, Adolf Hitler n'a jamais mis les pieds dans l'un d'eux. Cette affirmation ne repose pas seulement sur l'absence totale de documents ou de photographies attestant d'une visite, mais aussi sur l'analyse de son style de leadership, de ses priorités politiques et des tensions internes de l'appareil nazi. Dès les premiers jours du régime, des camps comme Dachau n'étaient pas secrets. Au contraire, ils étaient présentés comme des centres de rééducation des ennemis du peuple. Cependant, au-delà de cette phase initiale, l'intérêt propagandiste d'une visite de Hitler devint nul, surtout lorsque la fonction réelle des camps devint l'extermination. Pendant l'Holocauste, les décisions les plus importantes étaient prises oralement, sans laisser de traces directes impliquant Hitler. Il était conscient de ce qui se passait, mais délégua entièrement l'administration des camps à Heinrich Himmler, chef des SS. C'est Himmler qui effectuait les inspections et rédigeait les rapports. On sait même qu'au cours d'une visite à Minsk en 1941, Himmler assista à un massacre massif de Juifs par les Einsatzgruppen et fut tellement choqué qu'il promit d'utiliser les chambres à gaz pour faciliter le travail des bourreaux. De plus, Hitler était notoirement réticent à effectuer des inspections sur le terrain militaire, de sorte qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il se rende dans des camps considérés comme territoire des SS, surtout lorsque les différentes factions internes du Troisième Reich rivalisaient pour le contrôle et recherchaient la validation de leur leader. Une visite de sa part aurait signifié un geste de soutien politique envers l'une de ces factions, ce qu'il évitait systématiquement pour ne pas perturber l'équilibre délicat du pouvoir. En résumé,
Hitler n'a jamais visité un camp de concentration non pas par ignorance ou distance morale, mais simplement parce qu'il n'en voyait pas la nécessité. Il savait ce qui se passait, avait des informateurs fiables, n'en retirait aucun bénéfice propagandiste et gouvernait en laissant d'autres exécuter ses volontés, tout en restant éloigné du centre logistique de l'horreur qu'il avait lui-même ordonné de mettre en œuvre. Une distance confortable qui ne l'exonérait pas de responsabilité, mais qui lui évitait le contact direct avec la machine de mort. Fait 18. Le sperme de taureau. L'étrange supplément que Hitler recevait pour augmenter sa virilité. Durant les dernières années du Troisième Reich, Adolf Hitler reçut une série de traitements peu conventionnels de la part de son médecin personnel, Theodor Gilbert Morel, un personnage controversé qui gagna la confiance totale du dictateur depuis qu'il le soigna avec succès d'un malaise gastrique en 1936. À partir de ce jour, Morel devint une figure omniprésente à ses côtés, malgré les avertissements des généraux et hauts officiers qui le considéraient comme un charlatan. Parmi les multiples substances que Morel administrait régulièrement à Hitler, l'une des plus frappantes était une formule destinée supposément à renforcer sa puissance sexuelle. Ce mélange incluait des vitamines, des hormones, des extraits animaux, des enzymes et, en particulier, du sperme de taureau, injecté surtout avant les nuits qu'Hitler passait avec Eva Braun. L'idée derrière ce traitement était de symboliquement transférer la force et la virilité du taureau au Führer lui-même. Ces pratiques reflètent non seulement la vision pseudo-scientifique que Morel avait de la médecine, mais aussi l'obsession du régime pour la santé, l'énergie et la vigueur masculine, surtout chez ces figures de pouvoir. Le sperme de taureau, considéré comme un symbole de fertilité et de force animale, faisait partie d'une longue liste de remèdes visant à maintenir Hitler actif, alerte et physiquement prêt malgré l'usure causée par la guerre, la pression politique et ses maux de plus en plus visibles. Le journal médical de Morel consignait en détail les injections et pilules administrées quotidiennement. Outre cet extrait particulier, les substances comprenaient des composants comme la testostérone, des lipides, des protéines et des dérivés glandulaires. Bien que beaucoup de ces traitements manquaient de fondements scientifiques, Hitler avait une confiance absolue en son médecin, allant jusqu'à ignorer les critiques venant de son entourage proche. Cette dépendance du Führer envers Morel était telle que même lorsque son état physique se détériorait visiblement et que sa main gauche commençait à trembler fortement, il continuait à recevoir ses injections comme si elles étaient la clé de sa vitalité. Dans ses derniers jours dans le bunker, il recevait encore ces mélanges, convaincu qu'il l'aiderait à résister. Fait 19. Le défenseur radical des animaux, Hitler et sa protection obsessive des animaux. Bien que son nom reste à jamais associé à la brutalité et à l'extermination, Adolf Hitler fut également responsable de l'une des politiques de bien-être animal les plus strictes du XXe siècle. Son intérêt n'était ni décoratif ni symbolique. Dès les premiers jours du régime nazi, lui et ses collaborateurs les plus proches imposèrent un ensemble de lois protégeant les animaux avec une sévérité inhabituelle pour l'époque. Dans ses journaux, Joseph Goebbels nota qu'Hitler méprisait les religions judéo-chrétiennes, notamment à cause de la hiérarchie morale qui plaçait l'être humain au-dessus des animaux. Le Führer croyait que la souffrance animale devait être évitée pour le bien des animaux eux-mêmes et non comme une extension de l'intérêt humain. Sous sa direction, l'interdiction de la vivisection fut promulguée en 1933 et des règles strictes contre l'abattage sans anesthésie furent introduites. Hermann Göring, suivant des instructions directes d'Hitler, annonça même à la radio que ceux qui maltraiteraient les animaux seraient envoyés dans des camps de concentration. La chasse excessive, les pièges, le gavage des oiseaux et la consommation de sauterelles ou de crabes furent également interdits. Un pêcheur fut même arrêté pour avoir utilisé une grenouille comme appât. En 1934, la protection des animaux devint une matière obligatoire dans les écoles publiques allemandes et en 1935, une loi fut promulguée pour préserver la nature et limiter la chasse. Malgré les contradictions morales de son régime, Hitler impulsa une législation avancée sur la protection animale. De nombreux historiens interprètent ces lois comme faisant partie d'une vision du monde où le biologique et le symbolique s'entremêlaient de manière dangereuse. Quoi qu'il en soit, son régime fut le premier à légiférer sur la protection des loups
et a accordé un statut juridique à la défense du bien-être animal pour sa propre valeur. Fait 20. Hitler répétait ses discours en se photographiant dans différentes poses pour perfectionner son image publique. Au-delà du contenu verbal, le dictateur allemand comprenait profondément l'importance du langage corporel et de l'image visuelle pour manipuler les masses. C'est pourquoi, avant de se présenter en public, il pratiquait intensivement chaque geste, chaque mouvement de la main et chaque expression faciale, devant un photographe de confiance, Heinrich Hoffmann. Lors de ses séances privées, Hitler ordonnait d'être photographié en exécutant ses gestes les plus dramatiques, levant le bras, étendant la main, inclinant le torse ou fronçant les sourcils. Ces images n'étaient pas destinées à être publiées, mais servaient de guide. Il les analysait lui-même, observant en détail l'apparence de chaque pose, ce qu'elle transmettait et ce qu'il devait corriger. Son objectif était de peaufiner jusqu'au moindre détail l'impact scénique de sa présence, de créer une communication visuelle qui accompagne parfaitement ses paroles et émeuve émotionnellement son audience. Cette méthode révèle non seulement un grand narcissisme, mais aussi une compréhension très claire des mécanismes de la propagande moderne. Hitler ne laissait rien au hasard dans sa construction en tant que leader charismatique. Il savait que la force d'un discours ne résidait pas uniquement dans ce qui était dit, mais dans la manière de le dire. Les poses, les gestes, la posture, le regard, tout faisait partie d'un spectacle soigneusement calculé. Bien que certaines de ces photographies aient été détruites à sa demande, plusieurs ont survécu et constituent aujourd'hui une preuve visuelle de cette facette contrôlante et théâtrale. Elles montraient un homme qui, loin de la spontanéité, cherchait à devenir une figure presque mythologique grâce à la répétition, à l'entraînement et à la manipulation minutieuse de son image.